Sandrine Véry, je le rappelle, hein, vous êtes DRH de transition au sein de grandes entreprises industrielles comme Lint. Mais si vous êtes ce soir parmi nous, c'est pour nous faire découvrir votre expérience dans le secteur de la métallurgie, où vous avez plus précisément piloté la transition vers une classification rénovée des métiers et des fonctions. Donc, vous le comprenez, hein, cette rencontre s'inscrit plus précisément dans la perspective d'une éventuelle convention collective unique étendue qui pourrait s'appliquer aux services et aux établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux privés non lucratifs. Alors, vous comprenez, Sandrine Véry, que nous avons très envie de vous entendre pour mieux comprendre, hein, les enjeux d'une telle transition pour les équipes, mais aussi comment cela s'est passé très concrètement, quelles sont les méthodes que vous avez adoptées, les apports, les obstacles que vous avez dû éventuellement surmonter à cette occasion. Alors, euh, vous allez nous présenter d'abord le contexte du travail, les enjeux pour la profession, bien sûr, pour la branche, la méthodologie et même quelques outils hein, qui ont été proposés par la branche, les étapes de la mise en œuvre de ce travail et bien sûr, on voudra connaître votre impression, votre retour d'expérience à vous en tant que DRH, votre prise de recul sur cette mise en œuvre au sein de trois organisations de la métallurgie. On vous écoute. Oui, donc Allez-y, je vous en je prie. vous remercie encore, Sandra, voilà, de m'accueillir sur ce retour d'expérience. Et voilà, le CNAM de m'inviter à partager mon expérience. Donc effectivement, donc après moi, voilà, 15 ans d'expérience de DRH généraliste dans l'industrie. Voilà, je me suis orientée vers ce qu'on appelle le management de transition, c'est-à-dire que j'interviens dans des entreprises différentes en général pour faire du management relais ou accompagner, enfin être en renfort des équipes RH sur certains projets opérationnels. Et donc, j'ai arrêté, on va dire, ma dernière expérience donc en CDI dans une entreprise de la métallurgie juste avant la mise en œuvre de cette nouvelle convention collective et classification. Et donc, j'ai pu faire un premier travail en avance de phase hein, pour anticiper dans cette entreprise-là. Et ensuite, ma première mission de transition, ça a été également là, par contre, la mise en œuvre dans un bureau d'études qui appliquait la convention de la métallurgie. Et donc là, ça a été la mise en œuvre complète de cette nouvelle classification dans cette organisation. Et ensuite, lors une autre mission de transition, je suis arrivée dans une entreprise qui avait bien sûr mis en œuvre cette nouvelle classification et appliqué la nouvelle convention collective. Et donc, j'ai pu voir, là, dans une entreprise un peu plus grande, comment ça s'était mis en place et comment ça continuait de vivre, hein, puisque on a toujours voilà, des réorganisations ou des changements d'organisation, des nouveaux postes à créer, et donc comment ça avait été pris en main et comment l'entreprise se l'était appropriée. Donc, c'est sur la base de ces trois expériences que je vais vous faire ce retour d'expérience. Et c'était plutôt, on va dire, des entreprises voilà, de taille moyenne, pas de très grandes entreprises. Et peut-être si j'ai l'occasion, enfin, je pourrais faire un petit parallèle. Il y a aussi dans l'industrie agroalimentaire dans laquelle j'interviens aujourd'hui, également une classification voilà, qui ressemble un peu à celle qui est mise en place par la métallurgie. Et je pourrais vous en dire peut-être un petit mot si on a le temps à la fin. Donc voilà pour moi. Et donc au niveau des termes, comme vous l'a dit Sandra, hein, je vais vous parler voilà, du contexte, de la méthode, des étapes de mise en œuvre et de vous faire un retour d'expérience. Donc ce sera aussi au fur et à mesure de la présentation, mais je ferai un zoom également voilà, sur les bonnes pratiques, les défis et pas trop les écueils, j'en ai pas trop vécu pour ma part. Donc effectivement, la branche métallurgie qui représente, je vous ai mis quelques chiffres là sur cette présentation, 41 900 entreprises et 1,5 million de salariés, donc c'est assez représentatif
dans l'économie française, a décidé de passer de 76 conventions collectives territoriales et donc une convention nationale et beaucoup d'accords nationaux à une seule convention collective. Donc, ça a été un gros chantier de 5 ans. Alors, je crois qu'ils avaient au début l'ambition de faire ça en 3 ans, mais voilà, régulièrement, il y avait des reports de phase. Donc, il y a eu bien sûr un accord de méthode qui a été signé, qui découpait, on va dire, les négociations par bloc, hein. L'idée, c'était à chaque fois qu'on se mettait d'accord sur un bloc, on le mettait de côté, on passait au suivant. Et à la fin, il y a eu une revue complète de l'ensemble des blocs pour voir si tout s'articulait bien. Le dernier bloc étant bien sûr la rémunération, le sujet le plus sensible, et les minima conventionnels, puisque là, pareil, on passait de négociations territoriales à des négociations nationales avec différents enjeux. Et donc, dans un de ces blocs, il y avait, donc les autres blocs, il y a eu la formation professionnelle, la couverture sociale, l'organisation et le temps de travail, par exemple. Et donc, il y en avait un qui concernait la nouvelle classification. Et qui datait, donc, alors j'ai regardé dans les branches du médico-social, c'est assez ancien aussi, hein, donc là, la métallurgie, c'était 71 ou 72, donc c'est vrai que ça pouvait être un peu obsolète et plus du tout adapté au monde du travail actuel. Et donc, c'était l'occasion de refondre complètement cette classification. Donc, ce qui a été assez positif, c'est que les principes de la nouvelle classification étaient fixés 2 ans avant la mise en œuvre. Donc, ce qui a laissé le temps en fait aux entreprises qu'ils souhaitaient, parce que ça n'a pas été, tout le monde n'a pas pris à bras le corps le sujet en grande anticipation, mais celles qui le souhaitaient ont pu se préparer et anticiper ce passage à cette nouvelle classification. C'est notamment, par exemple, ce que j'ai fait, moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais DRH, où j'ai choisi, même avant de communiquer, de regarder un peu dans mon coin avec mon équipe comment on allait utiliser cette nouvelle classification et l'appliquer pour voir un peu, anticiper un peu les impacts et les sujets qu'on pourrait avoir traités le jour où on la mettait vraiment en œuvre. Il y a aussi des entreprises qui n'ont pas tellement anticipé, et notamment celle dans laquelle je suis intervenue. J'ai commencé ma mission, on va dire, sur le 2e semestre 2023 pour une application 1er janvier 2024. Donc, ça pouvait, mais il y en a qui se sont mis à la toute dernière minute, notamment les petites entreprises. Donc, la branche a plutôt bien travaillé avec les partenaires sociaux pour mettre à disposition de ses adhérents un certain nombre d'outils, et des outils paritaires. Donc ça a été bien mis en avant, et à chaque fois, on a insisté là-dessus. Ce sont vraiment des outils qui ont été mis en place avec les partenaires sociaux au cours de la négociation et en parallèle de la négociation. Donc, ce sont des outils paritaires qui ont été validés également par les syndicats signataires de cette nouvelle convention. Donc, ces outils, ce sont un guide paritaire pédagogique. Je rentrerai un peu plus dans le détail de ces éléments plus tard, mais qui explique voilà, la méthodologie, comment on l'applique, les outils à disposition et comment on va mettre en œuvre cette nouvelle classification. Quelque chose d'assez détaillé. Ensuite, il y a bien sûr le référentiel qui va servir de base à la classification. Donc là, pareil, je rentrerai dans le détail, mais il y avait donc 6 critères à évaluer avec 10 degrés d'exigence. Et donc ça donne un système de points qui donne ensuite une cotation. Enfin, ça permet de coter les emplois et d'aboutir à la nouvelle classification. Un glossaire de définition avec des termes utilisés dans le référentiel, parce que vous verrez, c'est assez. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rentrer un peu plus dans le détail en disant, je ne sais pas, quand on dit
une activité, une tâche, qu'est-ce qu'on veut dire par là et comment ça se traduit. Un modèle de fiche d'emploi, parce que ça, c'est la base, hein. On va d'abord regarder l'ensemble des emplois, bien les décrire, pour permettre de faire la cotation adéquate. Et bien sûr, tout au long du processus, des formations pour les adhérents, donc les équipes RH, les managers, pour accompagner la démarche et qu'on puisse les mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, quelque chose de plutôt, vous le verrez, assez, voilà, assez exhaustif et pas mal fait. Donc, je vais faire ma petite manipulation de changement d'écran. Je suis désolée, vous allez me perdre quelques instants et je vais vous partager le guide. Hop. Normalement, vous devez voir le guide paritaire. Sandra, vous pouvez me confirmer? Oui, oui, c'est parfait. Nous le voyons Super. parfaitement bien. Voilà. Donc, c'est pour vous donner un aperçu, hein. Alors, tous ces outils, j'ai mis à la fin le lien, hein. Il y a un site internet qui est accessible à tous avec l'ensemble des outils qui servent à la mise en place de la nouvelle classification, dont ce guide, hein. Donc, en fait, vous le voyez, donc voilà, donc c'est très didactique, hein, à quoi sert la classif, l'évolution de la branche, les principes clés, les étapes de mise en œuvre, donc on va revoir en détail. Donc, je vais juste vous montrer à quoi ça sert, mais bon, ça a été vraiment construit avec les partenaires sociaux pour faciliter la démarche auprès des entreprises. Et c'est sur la base, donc voilà, c'est sur la base de ces outils, en fait, qu'ensuite ont été dispensées les formations. Voilà, on a fait des exercices de mise en œuvre, parce qu'il faut quand même s'approprier. Donc, vous voyez, il y a 43 pages, c'est assez exhaustif. Avec voilà, des exemples d'emplois. Donc, vous avez quand même des petits exemples assez pratiques sur certains emplois, comment on décrit les activités d'un magasinier, d'un technicien de maintenance, etc., pour aider les entreprises à s'approprier, on va dire, cette nouvelle classification. Donc, je vais revenir sur mon petit PowerPoint. Donc là, vous avez un extrait, hein, de ce qui avait été présenté aux entreprises. Donc, on verra le référentiel d'analyse des emplois plus précisément. Donc, vous aviez voilà, les six critères classants, les 10 degrés. Et en fait, l'exercice, c'est pour chaque emploi, une fois qu'on les a décrits, de les positionner dans cette grille, de compter le nombre de points et de donner la classification. Donc, quand on dit ça, ça a l'air assez simple quand même, mais donc là, vous avez le référentiel d'analyse des emplois détaillé avec les différents critères. Donc, le premier critère, par exemple, c'est donc les 6 critères, c'est la complexité de l'activité, les connaissances, l'autonomie, la contribution, l'encadrement coopération et la communication. Donc, c'est sur la base de ces 6 critères. Donc, comme vous le voyez, ce sont des critères plutôt génériques, hein. On ne parle pas de diplôme, de techniques particulières. Il va falloir rentrer l'ensemble des emplois dans cette lecture. Donc, en fait, c'est pour ça que quand la première étape, c'est plutôt se repencher sur, on va dire, la description des emplois, en les décrivant du mieux possible pour faciliter, on va dire, la cotation de cet emploi. Ce que vous allez voir, donc, par exemple, sur les connaissances, donc le premier degré, c'est l'emploi nécessite des connaissances minimales. Donc, voilà.
pas de connaissances, pas de formation particulière. Ensuite, le niveau suivant, l'emploi nécessite des connaissances élémentaires. Donc, entre minimal et élémentaire, c'est quoi la différence? L'emploi nécessite des connaissances professionnelles essentiellement pratiques. Ensuite, on va passer à des connaissances professionnelles théoriques et pratiques. Des connaissances générales dans une partie d'une discipline. Donc, vous voyez, ça se grade comme ça. Donc, quand on le lit comme ça peut paraître assez abstrait et on va se dire, mais tiens, comment on va faire rentrer nos emplois là-dedans? Donc, c'est pour ça qu'ensuite, il y a un glossaire, en fait, qui a été aussi mis en place pour faciliter la cotation. Donc là, je vous ai mis les 6 critères classants qui vont permettre de coter. Donc, voilà, sur la complexité de l'activité, ça va être l'analyse, la nature et la complexité des problèmes à résoudre ou des solutions à mettre en œuvre. Est-ce que ça va jusqu'à de l'innovation ou jusqu'à de la simple exécution? Donc, c'est ça qui va permettre de classer les emplois. Au niveau des connaissances, là, on va dire, on parle de savoir-faire requis dans l'emploi, donc par l'acquisition de formation initiale continue et l'expérience. Mais encore une fois, j'insiste, je le mettrai après je le résume dans les principes importants. Dans cette classification, il n'y a aucune référence à un diplôme ou à une formation spécifique ou un niveau de formation spécifique. Donc, dans le guide, ils ont mis en complément une indication avec des exemples, mais il n'y a aucun lien direct dans la classification entre un diplôme, un niveau de formation et, on va dire, le degré de niveau de connaissance sur le critère de connaissance. L'autonomie, donc ça va être la latitude d'action, d'organisation et de décision dans le cadre de l'emploi, et le niveau de contrôle associé. Donc, est-ce que quelqu'un contrôle tout ce que je fais? Est-ce que quelqu'un contrôle partiellement? Est-ce que je suis autonome sur certaines choses, mais je demande des validations sur certains aspects? Donc, ça va être ça qu'on va étudier dans la partie autonomie, qu'on va évaluer dans la partie autonomie. Sur la contribution, là, ça va être l'impact de mon emploi et des actions que je fais dans le cadre de mon emploi et des décisions que je peux prendre sur les activités, l'organisation, l'environnement. Donc, on va dire que ça va cadrer la nature et l'importance du champ d'action et de responsabilité. Qu'est-ce que mon emploi, à quelle hauteur mon emploi contribue dans l'organisation? Ensuite, bien sûr, la notion d'encadrement ou de coopération, parce qu'effectivement, là, ce n'est pas un critère qui va concerner uniquement les encadrants, les managers, les responsables d'équipe ou d'animateurs d'équipe. On regarde aussi le niveau de coopération. Est-ce que voilà, je travaille tout seul? Avec combien de personnes je dois coopérer? Avec quel niveau de difficulté ou d'enjeu je vais devoir coopérer? Donc voilà, est-ce que je suis juste en appui, en soutien? Est-ce que j'accompagne? Est-ce que je transmets? Est-ce que je supervise? Est-ce que je manage? Est-ce que j'ai une responsabilité hiérarchique ou juste fonctionnelle ou juste de projet? Donc, on va également évaluer cette dimension-là. Et le dernier critère classant, c'est la communication. Donc, ça va qualifier, évaluer la nature et la variété des échanges et des interlocuteurs. Donc, est-ce que je fais juste de la transmission d'informations? Est-ce que je fais de la concertation? Est-ce que je dois négocier, trouver des compromis? Est-ce que je fais de la représentation à l'externe pour l'entreprise? Donc, ça va être tout ça qui va être décrit dans les 10 degrés de cette dimension. Donc, ils ont complété le guide par un glossaire paritaire. Donc, qui permet en fait qui a listé l'ensemble des définitions des termes qui sont utilisés dans le référentiel et dans le dispositif de classification pour, on va dire, limiter les interprétations qui seraient trop différentes d'une organisation à une autre. Donc,
l'idée, c'est vraiment un langage commun hein, qui a été construit, à nouveau, ils insistent, de manière paritaire et qui va faciliter aussi la mise en œuvre partagée. Donc, je vous ai mis un petit extrait, par exemple, sur la complexité de l'activité, où là, on va lister tous les termes qui sont utilisés sur les différents degrés de complexité d'activité. Et on les définit. Donc, une activité, c'est un ensemble de tâches cohérentes réalisées en situation professionnelle. Un mode opératoire, c'est un ensemble d'opérations à suivre en vue de l'obtention du résultat. Des activités diversifiées, c'est des activités de nature différente, techniques ou professionnelles. Des méthodes, c'est un ensemble de règles ou de principes mobilisés de manière ordonnée et logique pour parvenir à un résultat. Donc, ça, c'était très utile, hein, notamment au moment de la cotation, hein, faire un exemple, pour se dire, voilà, quand je lis le degré de complexité de l'activité, le degré 5, c'est réalisation d'activités avec choix et mise en œuvre de méthodes, outils répertoriés, réalisation de diagnostics destinés à anticiper, à résoudre des difficultés. OK. Alors, je me projette dans l'emploi que j'ai décrit et je dis, voilà, est-ce qu'il choisit de mettre en œuvre des méthodes ou est-ce qu'il les a à disposition et il ne fait que les appliquer, on lui dit laquelle appliquer. Donc, ça permet, on va dire, de clarifier ce qu'il y a dans la description des degrés d'exigence des différents critères classants. Et enfin, un modèle de fiche descriptive d'emploi. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail sur l'utilisation, notamment dans les étapes de la démarche, hein, puisque c'est une des premières étapes, avec un modèle à nouveau hein, paritaire qui a été élaboré paritairement, donc qui doit faciliter la cotation des différents emplois si on se base sur ces différents points. Alors, il y avait déjà des modèles, hein, il y avait déjà voilà, des choses qui étaient proposées par la branche, hein, des fiches descriptives d'emploi parmi d'autres outils que pouvaient utiliser les adhérents. Là, ça a été revu dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle classification avec les partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur une fiche commune à disposition des entreprises pour pouvoir faciliter la cotation et la mise en œuvre de la classification. Donc, on verra un exemple plus précis. Je vais vous détailler les différents points ensuite. Donc, les principes importants, effectivement, parce que ça peut être un peu déconcertant au début, c'est qu'il n'y a pas d'emploi repère dans la convention collective. On ne dit pas, alors j'ai regardé, j'ai jeté un œil sur certaines conventions du médico-social, on ne dit pas les postes administratifs, c'est ceux-là, on les liste et c'est au minimum telle classification. Il n'y a aucun emploi repère. C'est à chaque organisation de décrire ses emplois, de faire son propre référentiel et ensuite de les coter. Donc ça, voilà, ça peut être déconcertant si on n'est pas habitué à ça. Mais à la fois, c'est très ouvert, parce qu'effectivement, depuis 1972, le monde du travail a bien évolué et il y a tout un tas de métiers, et ça va encore s'accélérer, je pense, récemment, qui se sont créés au fur et à mesure des années. Et que si on se basait sur une liste de métiers qui avait été identifiés en 1972, on serait bien embêté pour trouver les nouveaux métiers qui se sont créés depuis, notamment dans des environnements voilà, technologiques comme sont les entreprises de la métallurgie. Un point important aussi, et ça j'y reviendrai tout autour parce que ça fait partie des défis à relever quand on fait l'exercice, c'est qu'on classe des emplois, on ne classe pas des salariés.
Et c'est vrai que notamment dans les petites organisations, on a du mal à se détacher de la personne qui occupe l'emploi. Et on a tendance à décrire ou à coter à décrire les petites spécificités qui sont liées aux salariés, à des salariés qui occupent un emploi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a répété. J'ai travaillé dans un des organismes avec une consultante et à chaque fois, on disait, non, là, tu me parles d'un salarié. Moi, je te parle de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut pour cet emploi? Donc ça, c'est un point également, un principe important tout au long de la démarche. Comme je vous l'ai dit, aucune référence à un diplôme. Ce qui s'apparente, on va dire, dans les critères classants au diplôme, au niveau de formation, ce sont les connaissances. Donc, on se détache complètement d'un diplôme. Après, voilà, rien n'empêche, après, dans l'organisation, de se dire, ah bah oui, je sais pas, le degré 10, c'est au minimum. Mais c'est pas le sens. Pareil, enfin, dans la vie aujourd'hui, il y a des gens qui ont évolué par mobilité interne, qui n'avaient pas forcément un diplôme voilà, d'ingénieurs ou de techniciens et qui se retrouvent par de la formation interne ou par de l'évolution au sein de l'entreprise à des postes qui nécessitent, enfin, qui, si on recrutait en externe, nécessiterait peut-être un niveau de diplôme différent. Donc là, il n'y a aucune référence au diplôme dans la classification. Pas de transposition dans l'ancienne classification vers la nouvelle. Donc ça aussi, ça pourrait être une tentation de dire, bah voilà, on a aujourd'hui, on a déjà tous nos emplois, il y a cette ancienne classification, c'est ça. La nouvelle, c'est ça. On fait des correspondances et hop, le travail est fait. Là, non, pas du tout. L'idée, c'est vraiment de repartir de presque une page blanche, de zéro et voilà, d'utiliser cette nouvelle classification comme quelque chose de complètement nouveau. Donc, pas de transposition. Plus de filière non plus. Donc, on ne parle plus d'ouvriers, d'agents de maîtrise, des techniciens ou agents de maîtrise. On a un niveau, on a quand même dans la classique, vous verrez après, des non-cadres et des cadres. Il y a quand même la notion de cadre qui a été, non-cadre et cadre qui a été conservée, mais il y a juste ça. Et un point aussi important, parce que je sais notamment dans vos organisations, enfin dans l'organisation médico-sociale, c'est beaucoup comme ça, plus de progression automatique dans la classification avec l'ancienneté. Donc ça, dans la métallurgie, ça existait pour les cadres, où tous les 3 ans, il y avait une augmentation automatique du niveau, avec associé bien sûr un salaire minimum plus élevé. Ça n'existait pas dans les filières ouvriers TAM. Par contre, voilà, il y a une prime d'ancienneté, ce qui fait qu'il y a quand même une évolution de la rémunération qui est liée à l'ancienneté, mais qui se fait sur une prime spécifique. Mais en tout cas, aucun passage, on cote l'emploi, l'emploi est classé. Si on change d'emploi et qu'on va dans un emploi qui est classé différemment, ben, on prend la classification de ce nouvel emploi, mais il n'y a plus aucune progression automatique. Alors, il y a une petite nuance, j'allais dire, oui et non. Ils ont quand même, j'en parle pas trop en détail après parce que c'est un point spécifique. Il y avait quand même un sujet sur les cadres et notamment sur les cadres débutants avec des niveaux de salaire mini qui sont assez élevés dans la métallurgie, notamment pour les cadres au forfait. Et donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle une rampe de progression pour les cadres débutants sans expérience professionnelle ou avec moins de 2 ans d'expérience professionnelle. Donc ça a été rajouté après parce que je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui se sont dit, ouh là là, si on n'a pas ça, ça va faire peut-être un petit peu mal au niveau des rémunérations minimales des cadres. Donc, il y a juste cette petite, ce qu'ils ont appelé la rampe de lancement des cadres non expérimentés. Voilà pour l'instant la première étape, la présentation des différents outils. Donc, la suivante,
On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur comment on l'utilise et comment on met en œuvre ces outils. Mais je vous propose de faire une petite pause et de voir s'il y a déjà des premières questions. Alors, Bon. oui, une première question liée au diplôme, au niveau de diplôme. Est-ce que ce choix de ne pas faire référence à un diplôme est spécifique à la branche, est spécifique à ce contexte professionnel? Alors oui, alors il me semble que là j'interviens actuellement dans l'agroalimentaire. J'ai pas encore eu à faire ce type d'exercice de façon détaillée, mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas non plus de référence à un diplôme. Donc c'est pas la seule, je pense, qui ne fait pas référence au diplôme. Pas la seule convention. C'était déjà le cas avant? Alors Ça a avant, toujours il y été le avait cas? une indication dans l'ancienne convention collective. C'était pas un lien direct, mais c'est vrai que voilà, il fallait être assez prudent parce que si on mettait par exemple dans une description d'emploi qu'il fallait minimum ce diplôme-là pour pouvoir prétendre à cet emploi et à cette classification, ça engageait, on va dire, l'entreprise. Donc, il y avait quand même une indication de niveau de diplôme en lien avec la classification, mais c'était vraiment à chaque entreprise de se l'approprier et de faire potentiellement sa propre classification, enfin son propre lien si elle souhaitait le faire. Mais c'est vrai que c'était déjà à l'époque pas très recommandé par l'organisation professionnelle parce que c'était très engageant et parfois pas adapté. Moi, j'ai eu l'occasion, voilà, dans des PME, d'embaucher quelqu'un qui avait un bac+5 pour un poste, on va dire, voilà, de coordinateur administratif qui ne nécessitait pas du tout ce niveau de diplôme. Donc on avait été clair dès le départ avec la personne en disant, mais voilà, tu es potentiellement surdiplômé pour le poste et donc est-ce que c'est OK? Et donc, ça existait déjà, il n'y avait pas de lien direct avec la classification. Alors, on a une autre question qui est relative aux emplois repères. Puisqu'il n'y en a Oui, pas, oui. la question est la suivante. Du coup, sur quelle base ont été définis les modèles de fiches emploi? Mais vous allez le voir, hein, je vais rentrer dans le détail, je vais vous montrer l'exemple. C'est très générique, hein. On doit mettre la finalité de l'emploi, les activités principales, les responsabilités, les compétences requises. Et voilà, je vais rentrer dans le détail là-dessus. Et donc, c'est là-dessus qu'on... Et après, c'est à chaque entreprise, je vais en parler juste après, hein, puisqu'en fait, il faut faire le point sur le référentiel emploi, qui va dire, bah voilà, moi, chez moi, dans mon organisation, j'ai un certain nombre, j'organise comme je veux, soit par filière, par département. Donc, par exemple, bah, je vais avoir la partie production avec les ouvriers de fabrication. Je vais avoir le département méthode avec tout ce qui est méthode, le bureau d'études, les fonctions support, ou alors dans les plus grosses organisations, bah, je découpe mes fonctions support, je mets la finance, les RH. Enfin, c'est à chaque entreprise de créer ses filières et de créer son référentiel emploi. Donc, en fait, vous venez de répondre au moins à une partie d'une question qui est posée ici dans la conversation. Pour un même emploi, l'organisation hiérarchique peut être différente d'une Mhm. entreprise à l'autre, Mhm. donc avoir des effets sur les critères d'autonomie dont il était question dans la Oui, classification, voilà, donc tout à fait. l'ensemble des critères que vous nous avez présentés. Donc, en Oui, fait, vous venez de répondre que chaque entreprise va adapter, c'est bien cela? oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, enfin, je trouve que c'est la force, hein, c'est un des atouts de ce type d'approche, parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai travaillé, enfin quand on travaille dans une PME, je discutais encore avec une collègue cet après-midi, quand on travaille dans des plus petites structures ou quand on travaille dans des grandes structures, un même emploi va être très différent en fait. Dans Mm. les plus petites structures, il va y avoir peut-être plus de polyvalence, plus d'autonomie, alors que dans les grandes structures, c'est plus découpé et les responsabilités sont plus partagées.
ou selon les équipements, enfin voilà, selon l'organisation, on va dire les activités sont découpées et organisées de façon différente, notamment déjà rien qu'à la taille de l'entreprise, et puis après aussi avec, enfin, ça peut être aussi son activité ou j'ai travaillé par exemple dans une entreprise du secteur aéronautique. Bon, voilà, c'est un sous-traitant de grands donneurs d'ordre type Safran, Dassault, etc. Vous avez des niveaux là qui sont différents et avec des exigences qui sont données par les donneurs d'ordre de s'organiser ou de répondre à certains critères qui fait que ça influence potentiellement l'organisation et la répartition des activités de l'entreprise au sein d'emplois. Je pense notamment aux enjeux qualité, par exemple, où enfin, beaucoup dans l'industrie, il y a toujours une organisation qualité qui est, on va dire, qui vient soutenir les gens de la partie fabrication, production, sur les enjeux de qualité qui sont demandés euh, par les clients, en fait, de cette entreprise. Et donc, selon les entreprises, bah, ça va être plus ou moins renforcé. Dans une petite entreprise, ben, ça va être l'opérateur de production qui fait presque tout seul son contrôle qualité. Enfin, il peut y avoir quelque chose, je ne fais pas de généralité, hein, parce que ça dépend vraiment des organisations, mais sur une petite organisation, ben voilà, celui qui fait, ou c'est son collègue qui va regarder, mais on va dire, il ne va pas y avoir une équipe de contrôleurs qualité. Dans les plus grandes organisations, ben, il y a les gens qui produisent et il y a toute une équipe de contrôle qualité qui font des tâches aussi en lien avec la fabrication, de contrôle, qui permettent voilà, qui est plus développée que dans d'autres organisations. Donc cette classification-là permet de coter, enfin de classer n'importe quel poste dans n'importe quelle organisation. Et effectivement, on peut arriver à un contrôleur qualité dans une entreprise A qui va être coté, je ne sais pas, 26 points, et dans une autre, ça va être 32 parce que les responsabilités ne sont pas les mêmes d'une organisation à une autre. Donc un cadre commun, mais des particularités qui peuvent Oui, être bien ça marquées s'adapte d'une vraiment entreprise à une à autre. chaque organisation. Ouais. Très bien. Ouais. Une dernière question. Pourriez-vous indiquer le temps de transposition, de contextualisation pour une entreprise d'une centaine de personnes, pour arriver Euh, justement à positionner les métiers et la personne nous demande si on a une quinzaine de métiers différents, ça peut ouais. prendre ou ça vous a pris combien de temps? L'expérience vous fait dire quoi? Ben, en fait, j'ai eu deux. Donc, la première entreprise là, dans laquelle j'étais, j'ai regardé, il y avait à peu près 25 emplois. Et là, une quinzaine d'emplois, c'est ce que j'ai vécu chez mon premier client, là où là, j'ai fait la mise en œuvre de A à Z. Euh, et on va dire, on arrivait à faire, avec la consultante, on arrivait à faire, on va dire, 4 fiches emploi par jour. Parce que là, il fallait vraiment tout revoir. Bon, en général, il y a des organisations qui ont déjà un certain nombre de fiches emploi, donc on avait quand même de la base de travail en l'occurrence. Mais par contre, il faut réinterviewer les salariés, enfin, un échantillon de salariés, les managers, etc. Et ouais, 4, donc ouais, on va dire, je sais pas, voilà, 5 jours enfin 4 jours d'interview. Après, il y avait du temps de rédaction, donc pareil, à nouveau une journée, on va compter 2 jours pour 4 fiches emploi. Ouais. Alors, après, ça se fait dans le temps, hein. Donc là, si on réduit en temps, grosso modo, on pourrait faire ça en, enfin, je sais pas, un maximum, ouais, un mois, pas à temps complet. Bon, mon intervention s'est étalée on va dire, en 3 mois avec 2 jours par semaine. On a réussi à boucler les différents sujets. Donc, revue des fiches emploi, validation, cotation, avec bien sûr des allers-retours. Enfin, je vous montrerai dans les étapes et dans le processus, hein, il y a ce que ça représente. Donc, effectivement, imaginez après les grandes organisations, ça a été beaucoup plus de temps, mais après, ils mettent beaucoup plus de ressources aussi à disposition. Hein. Oui, parce qu'on comprend bien qu'il y a le travail technique, Oui, mais il y a aussi le travail de discussion, de oui, tout à collaboration fait. avec C'est les ce qu'on va voir équipes, dans. évidemment. Donc, les étapes.
Donc, la première, bien sûr, c'est d'identifier les emplois existants. Donc, en général, bon, dans la plupart des entreprises, voilà, il existe déjà des descriptions d'emploi, hein, voire un référentiel assez complet, euh, plus ou moins détaillé, plus ou moins à jour. Donc c'est déjà quand même une base de travail qu'on va pouvoir utiliser euh, pour la suite. Donc, si ça n'existe pas, l'idée, c'est vraiment de lister l'ensemble des emplois, parce que notamment, j'en fais la référence à la question, c'est combien de temps ça va prendre. C'est déjà de dire, est-ce que j'en ai 10, 15, 25, 100, de faire un état des lieux de ce qu'il y a à faire pour organiser après le travail, bien sûr, de révision et de cotation. Donc, lister l'ensemble des emplois de l'entreprise, de l'organisation, décrire ces emplois. Donc là, c'est pareil en général. Bon, moi, dans les environnements dans lesquels je suis intervenue, il y avait déjà bien sûr des descriptions d'emplois ou de postes, des fiches de poste. Enfin, ça peut être fait de différentes façons qui existaient. Donc, c'est potentiellement une base de travail pour aller plus vite si, dans le cadre d'une mise à jour à l'aide du nouveau modèle de fiche emploi. La communication, donc là, je vais parler des 4 premières étapes et on verra après, au fur et à mesure. Donc ça va dépendre aussi des organisations. Donc, moi, je suis intervenue dans une petite organisation où là, grosso modo, on a fait, on va dire, un comité de pilotage. Il y avait des représentants du personnel, les RH, le dirigeant et quelques managers. L'idée, c'est qu'il y ait les différents interlocuteurs privilégiés qui regardent ça. Dans les plus grosses organisations, j'ai regardé par exemple euh, chez Dassault, par exemple, ils ont carrément fait un accord de méthode pour la mise en œuvre de la classification avec leurs partenaires sociaux et ils ont vraiment décrit comment ils allaient dérouler ça au sein de l'entreprise. Donc, parce qu'ils ont multiples établissements, multiples branches, ils ont des équipes RH, des managers. Donc, voilà, ils ont expliqué, nous, comment on va le mettre en œuvre. On va organiser des comités de mise en œuvre. Ce sera sur chaque site. Il y aura un représentant RH, un représentant des organisations syndicales ou des représentants du personnel. Il y aura un groupe de managers, il y aura des salariés. On va définir comment on va mettre en œuvre et comment on va communiquer régulièrement avec les partenaires sociaux, avec les salariés, avec les managers. Il va y avoir des étapes de formation à la nouvelle classif, etc. On va expliquer comment on va organiser ça. Ça se gère comme un projet, en fait, hein. Donc, il faut dérouler le projet. Et ensuite, coter les emplois et les classer. Donc, je vais faire un focus je vais descendre dans ces différentes étapes et après, on verra les étapes suivantes. Donc, un référentiel emploi, voilà, je vous ai mis un exemple un peu basique, hein. C'est quoi? C'est vraiment la liste des emplois, soit ce qu'on appelle filière, métier, département. Après, ça, chaque organisation le fait un peu essaye de trouver la méthode qui est la plus adaptée à son organisation. Donc là, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, s'il y a un grand département finance, on a une filière complètement finance avec le poste de directeur, l'emploi de directeur financier, de responsable comptable, de comptable, etc. Bon, des fois, il y a beaucoup plus de personnes que ça. Là, je vous ai mis quelque chose de basique. Si c'est une organisation qui gère des projets, il peut y avoir un directeur de projet, un chef de projet, des ingénieurs projets, un secteur commercial, fonction support. Donc là, je vous ai mis par exemple un mix. Sur les petites entreprises, quelquefois, on peut regrouper un certain nombre de fonctions support ensemble. Et là, par exemple, la sécurité, l'informatique et un poste de coordinateur administratif seraient dans la même filière. L'idée, c'est d'avoir la découpe la plus adaptée. Alors, quelquefois, on prend les départements parce que comme ça, on a un manager en haut et puis c'est plus logique de le faire par département. Il y a quelquefois, euh, c'est un peu différent et on fonctionne par métier ou par filière qui sont un peu transverses. Donc,
lister l'ensemble des postes. Donc ça permet effectivement de voir ce qu'il y a à faire et quels sont tous les emplois déjà existants et décrits. On le verra, je le détaillerai ça plutôt dans le retour d'expérience. Quand on se penche sur ce sujet-là, c'est aussi une opportunité de se dire, bah, tiens, aujourd'hui, je fais ça comme ça. Est-ce que c'est toujours adapté à mon organisation? C'est toujours une occasion de changement. Là, le client, le bureau d'études dans lequel je suis intervenue, ils étaient en phase de forte croissance et ils commençaient à réfléchir à peut-être une organisation des emplois ou à une découpe d'emplois un peu différente, parce que quand on grossit, ben voilà, sur un emploi, on regroupe plein de choses. Et puis, finalement, après, on ne peut plus mettre tout ça sur un emploi et on commence à découper des emplois ou à réorganiser, on va dire, les activités en différents emplois. Donc, c'est une opportunité de se poser des questions et de dire, bah, tant qu'à redécrire mes emplois et à retravailler sur mon référentiel emploi, il y a peut-être des choses que j'en profite pour retravailler et de faire un peu différemment. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le modèle de fiche emploi qui a été fourni par la branche? Il y a d'abord la finalité de l'emploi. Donc, ça va être, en général, c'est un résumé, c'est en quoi consiste l'emploi et qu'est-ce que ça fait dans l'organisation. Écrit les relations de travail. Donc, ça, c'est important, notamment pour aider à chaque fois, si vous voulez, c'est bien de faire le lien avec le référentiel de cotation. On va voir, par exemple, dans les relations de travail, c'est quoi le niveau d'encadrement. Ça va permettre de coter le niveau d'encadrement, de coopération, potentiellement la communication. Si j'ai que 2 interlocuteurs, c'est pas pareil que quand je travaille avec l'ensemble des départements transverses de l'entreprise, plus je fais de la représentation externe et j'ai des relations avec des partenaires institutionnels ou avec des clients ou avec des fournisseurs. On va décrire ça et ça va permettre de bien coter, notamment au bon degré, la partie encadrement, coopération et communication. Les activités significatives, donc bon, ça c'est assez classique, hein, on essaye de regrouper qu'est-ce qu'une personne qui occupe cet emploi doit faire au quotidien. Les responsabilités et l'attitude d'action. Donc ça, un point important aussi, notamment pour aider à coter la partie autonomie et contribution. Donc les deux critères, autonomie et contribution. Donc je pense que c'est, en tout cas par la pratique, moi, ça m'a aidé à évaluer ces deux critères, qu'on décrive bien, voilà, de quoi la personne est responsable et quelle est cette attitude d'action, à qui elle reporte, qu'est-ce qu'elle doit faire vérifier, est-ce qu'elle est autonome pour faire ci, est-ce qu'elle doit demander la validation de quelqu'un. Ça permet d'ajuster, de préciser, on va dire, ces aspects-là. Et un pavé sur les compétences et les connaissances professionnelles. Donc ça va notamment permettre d'évaluer le critère connaissance, bien sûr, en fonction de ce qui est nécessaire et de ce qui est requis pour l'emploi. Donc, toutefois, quelque chose d'assez classique, hein, vous voyez, c'est des grands pavés, pas forcément très détaillés, mais c'est vrai que donc c'est bien d'avoir jeté un œil sur le référentiel paritaire avant de se mettre et de se l'approprier un peu, avant de se mettre à rédiger ou à revoir, à retravailler les fiches emploi, parce qu'en fait, ça va être hyper important pour la phase suivante. Donc, communiquer, donc là, je vous l'ai dit un peu en avance de phase, hein, très important d'impliquer les managers.
de faire des commissions, des comités de pilotage, enfin, des instances qui vont, enfin, je veux dire, ça se fait pas tout seul, hein, c'est pas le service RH ou la direction qui fait tout ça dans son coin, ça se fait bien sûr avec l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, les représentants du personnel, les salariés. En général, c'est bien de réinterviewer, même si on a des descriptions d'emploi existantes, c'est bien de refaire un tour et de reprendre un échantillon de salariés, de relire, de retravailler avec eux pour dire est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus liées à cet emploi ou que tu ne fais pas? Et ça, c'est toujours important. Oui. La langue de la Ah, justice. ah non, quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Pardon, N'oubliez je pas de pensais qu'il y avait couper une vos question. micros. Donc, dans le cadre de la mise à jour, c'est bien d'impliquer toutes ces personnes et de revoir. Ça permet notamment, parce que là, je reviens en fait sur donc c'est bien de voir les salariés, mais c'est bien de voir le recul aussi, parce que comme je l'ai dit au début, le point important, c'est que on décrit des emplois, on ne décrit pas ce que fait un salarié. Donc, quelquefois, on va avoir des salariés qui vont vous lister des choses et qui vont faire plus que ce qui est requis parce que voilà, ils ont un historique dans l'entreprise, ils ont des polyvalences ou ils ont une expérience qui fait que de temps en temps, ils font autre chose. Mais on va dire le challenge à chaque fois, ça va être de rééchanger avec les managers en disant oui, voilà, ce salarié-là, il fait ça, mais est-ce que c'est bien requis dans l'emploi ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc ça va être un point important tout au long du processus. Et j'ai ajouté également de potentiels autres acteurs. L'entreprise dans laquelle je suis intervenue faisait partie d'un groupe belge avec des entités un peu partout, notamment dans les entreprises internationales. S'il y a un siège qui n'est pas en France et que c'est des gens qui sont peut-être pas forcément habitués au même dialogue social ou qui n'ont pas des conventions collectives élaborées de la même façon, etc. Il faut aussi leur expliquer qu'on est dans cette démarche-là et que ça va mobiliser des ressources et on n'a pas le choix, c'est important de le faire, et il faut le faire. Donc, c'est communiquer aussi avec ces autres acteurs sur la démarche. Excusez-moi, je bois un petit coup. Hop, hop, hop. Donc là, à nouveau, sur la représentante du personnel, vous allez avoir, je vois qu'il y a une coquille, vous allez avoir différents contextes à chaque fois, hein, selon les entreprises. Quelquefois, vous avez voilà, juste des élus du CSE, pas de syndicat. Quelquefois, vous avez des organisations syndicales qui sont très présentes. Quelquefois, elles sont multiples. Vous avez de nombreux représentants. Vous avez déjà des commissions paritaires qui sont installées et qui travaillent sur l'organisation, les emplois, etc. Donc, selon les organisations, bien sûr, elles ont dû adapter leur mode de communication. C'est ce que je vous disais chez Dassault, ils ont carrément fait un accord de méthode pour décrire comment ça allait se passer et qui seront les personnes qui vont travailler sur le sujet. On passe ensuite, bien sûr, à coter et classer les emplois. Donc, c'est là, en fait, que ça va être plus ou moins facile. En tout cas, il faut s'approprier la démarche. Moi, ce que j'ai fait, la première fois que je l'ai fait en amont de phase, là, on l'a fait avec ma collaboratrice. On avait fait par paquet, là, par filière de métier, et on se disait, ah bah tiens, pour la semaine prochaine ou pour dans 15 jours, on se regarde ces fiches emploi-là, et on se les cote, on se fait chacune l'exercice, et on se met l'une à côté de l'autre, et après, on se challenge. Et on comparait nos cotations. Et donc, on échangeait en disant, bah, tiens, pourquoi toi, tu l'as mis au degré 4? Moi, je le vois là sur l'autonomie, je le vois plutôt au degré 5. Et ça, c'est ce que j'ai fait aussi chez les clients, hein, ou les managers ou avec les personnes qui sont intervenues dans la démarche. Il y avait une consultante qui travaillait avec moi sur la démarche et qui était assez habituée, qui l'avait fait dans plusieurs entreprises.
Et on a procédé à chaque fois de la même façon. C'est bien de le faire à la fois en parallèle, après de partager, se challenger, de revenir vers les managers, vers les dirigeants que ben, nous, RH ou consultants, on avait bien compris, même si on interviewait les gens, on a lu des emplois, on avait toujours des questions en disant, ben, on a compris que cet emploi, par exemple, l'autonomie, c'est plutôt ça. Est-ce que tu es d'accord avec nous? Est-ce que tu trouves que c'est inférieur, supérieur? Et c'est vraiment, on va dire, un travail collaboratif et itératif. Ce qu'on a fait aussi à plusieurs reprises, moi je faisais quelquefois une cotation assez rapide et il y a des fois j'hésitais entre deux dimensions en disant, ben, je ne sais pas, sur la complexité de l'activité, j'hésite entre le 4 et le 5 sur cet emploi-là, je ne suis pas sûre. Je notais potentiellement les questions qui me venaient par rapport à cette incertitude. Et lors justement des travaux on va dire, plus collaboratifs avec les managers et les autres personnes qui participaient au projet, on échangeait et on se mettait d'accord sur une cotation ou alors quand on n'était pas sûr, parce qu'après, si vous voulez, l'idée c'est une fois qu'on a coté tous les emplois, je dirais, c'est de voir une vision globale et de faire potentiellement des ajustements, on gardait ou bien deux cotations en disant, ben, là, je suis ou 4 ou 5, là, je suis ou 3 ou 4, là, je suis ou 6 ou 7. Et à la fin, je faisais la cotation basse et la cotation haute. Et en fait, on tranchait ultérieurement, une fois qu'on avait travaillé sur d'autres emplois et qu'on regardait, par exemple, des cohérences entre différents emplois. Donc, ça, c'est vraiment, bah, ça permet vraiment de s'approprier voilà, ce référentiel et ça permet aux différents interlocuteurs de s'approprier vraiment la démarche et de la valider. Notamment pour les managers, c'est hyper important parce qu'après, donc, la fin de la démarche, c'est qu'on se décide sur une cotation et on la communique aux salariés. Et après, bah, les questions, ça va venir, ça peut aller au RH, mais ça peut venir aussi par les managers. Donc, il faut que ce soit important que les managers soient en phase avec la cotation et qu'on a fait de l'emploi. Si ils ne sont pas convaincus et qu'on y va au forcing, qu'ils ne sont pas d'accord et qu'on n'a pas trouvé un compromis sur la cotation, ça va pas très bien se passer après. Donc ça, c'était très important. Donc voilà, une fois qu'on a coloré toutes nos petites cases sur un emploi, bah, ça arrive au total de l'emploi. Et ça, vous avez la grille de classification avec les cotations. Donc vous voyez, ça commence de 6 à 9 points. Bah, c'est la classe d'emploi 1 et le groupe d'emploi A. Donc voilà, 1A, 2A, 3B, 4A. Donc ça permet le nombre de points. Donc il n'y a pas de pondération, hein, c'est un critère, un degré, c'est un point. Donc ça va de 6 à 60 points, hein, puisqu'il y a 10 degrés. Et donc, une fois qu'on a coté ces emplois, bah, c'est en lien avec le salaire minimum de chaque groupe et classe d'emploi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce point? Non, bon, ça c'est assez... voilà. Il y a quelques questions, Sandrine. Oui, 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 j'arrive. Alors, on les prend, on commence maintenant et puis après, je vais sur les phases suivantes. En Si fait, si vous c'est voulez, ce que possible. j'expliquais là, c'est ce qu'il y a, c'est qu'après, on arrive, on va dire, je vous l'ai mis là, hein, on va arriver à, moi, on avait, hein, tous les critères, les différents emplois et la cotation et le groupe d'emploi. Et l'idée, c'est vraiment de faire un contrôle de cohérence après, alors, ou global. Alors, quand vous avez 100 emplois, bien sûr, on ne fait pas un contrôle de cohérence global, mais on a quand même des repères dans l'organisation où on se dit, bah tiens, ça, je sais que ce sont des emplois à peu près similaires. Est-ce que ça se traduit bien quand je le cote? Est-ce que j'arrive à la même cotation? Entre tel département et tel département, est-ce que ça c'est cohérent? Chez mon client, par exemple, le bureau d'études, pour les ingénieurs projets, donc il avait des ingénieurs projets,
on va dire, en début de carrière, quand ils rentraient de l'entreprise après leur diplôme d'ingénieur ou leur doctorat, euh, on était arrivé à une cotation qui ne donnait pas un niveau de cadre. Donc, alors que tous les ingénieurs sont embauchés en tant que cadres, donc on se dit, tiens, comment on va gérer ça? Ou alors, voilà, on va arriver à des constats. Est-ce qu'on a sous-coté, sur-coté? Il y a toutes ces questions-là, enfin, ces contrôles et cette analyse-là qu'il va falloir faire. Et on va devoir mettre en œuvre des potentiels ajustements. Comme par exemple, voilà, si on arrive à un point en disant, ben voilà, les ingé projets euh, débutants sur les 2 premières années, en théorie, ce ne seraient pas des cadres, mais on ne peut pas ne pas les recruter à un poste de cadre, donc on, on sait que c'est surcoté, mais tous ces emplois-là sont des emplois de cadre. Ça fait partie des décisions qu'on a prises. Et une fois qu'on a fait vraiment ces ajustements, ces contrôles de cohérence, c'est seulement là qu'on est en capacité de faire la communication finale aux salariés. Donc, on devait leur remettre leur nouvelle fiche emploi avec la cotation et la classification associée. Avant, bien sûr, voilà, enfin, les étapes représentant du personnel, normalement, ça c'est au fur et à mesure et pas en une seule fois. On y va pour les questions. Elles sont importantes pour la Oui, compréhension de la oui, suite aussi. oui. Euh, la première est la suivante. Comment Mm, prendre en considération des compétences complémentaires reconnues comme étant utiles mm, et que les salariés peuvent développer au fur et à mesure mm, en occupant leur poste. Donc, oui, on imagine bien que tout n'est pas gravé dans le marbre, oui. qu'on peut remettre en question ce qui a été dit, ce qui a été signé, Mm, en fonction de la réalité du terrain. mm. Ça, vous nous le confirmez, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Donc, ça fait partie après, quand je parle des défis, mais on peut en parler vraiment maintenant, notamment dans les PME, dans les entreprises de plus petite taille, il y a beaucoup de polyvalence ou des missions spécifiques qui se rajoutent à des emplois. Donc, ça a fait partie aussi des questions qu'on s'est posées. La branche, enfin, en tout cas les consultants qui intervenaient sur la branche avaient quelques recommandations, mais c'était à chaque organisation de se les approprier. Donc, Par exemple, j'avais par exemple un ingénieur projet qui avait comme casquette, en plus, il gérait des projets, mais il faisait aussi, pour une partie de son activité, responsable du service informatique, enfin sécurité et sûreté informatique. Donc, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, la préconisation, c'était plutôt de faire 2 fiches emploi différentes, de coter les 2 fiches et d'appliquer à la personne qui occupait ces 2 fiches la classification la plus élevée. et ensuite, quelles sont les règles qu'ont adoptées les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, les fameuses 3 entreprises, Mm. pour remettre en question un peu plus tard, au fur et à mesure de la mise en œuvre, 1 mois, 2 mois, 1 an plus tard, ce qui a été écrit en fonction de la réalité observée sur le terrain et de l'évolution naturelle des emplois au sein des services. Est-ce que très en amont, on a décidé d'une instance de pilotage qui se réunirait avec les partenaires sociaux, par exemple, tous les ans? Mm. Est-ce qu'on a imaginé d'autres formes de concertation pouvant remettre en Mm. question ce qui a été écrit pour pouvoir le modifier et l'ajuster en fonction de ce qui se passe réellement au sein de l'entreprise? Mm. Ça dépend des organisations. Donc, dans celle dans laquelle je suis intervenue, ben, l'idée, c'était à chaque fois qu'il y avait je sais pas, des évolutions de l'emploi, de revoir la fiche emploi, de refaire la cotation et de recommuniquer. Là, je le vois, c'est plutôt dans l'entreprise agroalimentaire là, dans laquelle j'interviens. Il y a une commission paritaire spécifique où à chaque fois qu'il y a des révisions d'emploi, des créations de nouveaux emplois, la commission se réunit. Donc, la cotation a été faite par les RH et les managers du département qui ont rédigé la fiche emploi et qui ont fait une proposition de cotation.
c'est transmis aux partenaires sociaux et lors de la commission paritaire, eux font leur cotation de leur côté, on débat et on valide la cotation finale et la classification finale. Donc, c'est effectivement une commission paritaire. D'accord, d'accord. Dans Alors, la branche de l'agroalimentaire, c'est une obligation de la convention collective, hein. C'est noté que pour la mise en œuvre, il faut qu'il y ait créé enfin, c'est dans les 5 branches là, il faut que ce soit mis en œuvre. Après, dans la métallurgie, je n'ai plus en tête ce qui est précisé dans la convention, mais je pense que en tout cas, la plupart des grosses entreprises ont ce type de commission paritaire également pour l'évolution des emplois et des cotations. alors ça rejoint la question suivante. Mais dans l'autre sens, là Oui, plutôt, telle que je la comprends, la question, c'est plutôt les salariés qui auraient envie d'exprimer une incohérence par rapport à ce qui oui. a été proposé. Souvent s'expriment des écarts importants entre la réalité du travail dans la vraie vie et Mm. la description des emplois. Comment est-ce pris en compte dans la définition des activités? Donc là, on comprend que c'est plus quelque chose d'ascendant que de Mais descendant. Comment ça, les la bonne salariés... pratique, c'est ce que j'ai Voilà. dit. Enfin, il faut absolument interviewer et passer du temps avec un échantillon de salariés qui occupent l'emploi, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Donc, parce qu'effectivement, on a aussi des managers qui sont plus ou moins déconnectés du terrain ou voilà, des choses qui ont évolué. Puis parce que personne faisait ça, ça a été pris. Et puis finalement, on a oublié qu'on devait le rajouter. C'est décrit nulle part. Et puis, c'est effectivement une activité parfois critique qui est associée à un emploi ou quelquefois à une personne. Mais là, la question, c'est de dire, mais voilà, c'est cette personne qui fait ça, mais est-ce qu'elle devrait le faire? Ou alors est-ce qu'on change son emploi? Ou est-ce qu'on crée un emploi spécifique au réorganisme? Enfin, c'est l'occasion aussi de mettre le doigt sur tout ça. Et après, pour revenir à l'éventuel désaccord, alors les fiches sont transmises et si vous voulez, il est prévu enfin, il était prévu dans le processus que quand on remet la fiche emploi au salarié avec sa cotation et sa classification, il était en droit de poser toutes ces questions et de revenir vers le service RH, la commission, si c'était une commission, avec l'ensemble des questions. S'il n'était pas d'accord avec sa cotation et s'il avait des questions par rapport à ça, il fallait lui apporter une réponse. Donc, c'est pour ça que c'était très important aussi de travailler en commun et d'arriver à un consensus sur les cotations, parce qu'il faut qu'on soit tous alignés quand on a des questions des salariés. Et il faut qu'on soit à l'aise pour expliquer pourquoi on arrive à 26 et pas 27. Et il faut avoir la mémoire un peu de tout le travail qu'on a fait, ce que je vous disais sur les ajustements, en disant, bah oui, effectivement, sur le degré d'autonomie, là, on a hésité entre ça et ça. Et donc, pourquoi finalement on a pris ça? Et on explique pourquoi. Donc, il faut un peu tracer ou avoir la mémoire des échanges qu'on a eus pour arriver à ce consensus sur la cotation. Ce qui s'est produit aussi, je le mettrai un peu parfois dans les défis, ça a été beaucoup ça, parce que ça s'est plutôt bien passé, hein, comme ça a été un travail assez collaboratif. Enfin, moi, j'avais échangé avec d'autres confrères et consoeurs dans la métallurgie. Enfin, enfin, ça s'est plutôt bien passé. Les tensions ou les questions beaucoup qu'il y a eu, c'est quand je me compare à mon voisin, quoi. Ou quand je me compare à l'ancienne classification. Ah oui, mais dans l'ancienne classif, cet emploi-là et cet emploi-là étaient classés de la même façon. On avait le même COEF, là, on était. Et puis là, là maintenant, moi je suis à ce niveau-là et lui qui fait ce boulot-là, il a une classification supérieure. Pourquoi? Ça a été beaucoup ça en fait, parce que ça a permis de remettre à plat. Effectivement, il y avait peut-être moins de latitude dans l'ancienne classification de positionner les personnes, ou alors, voilà, il y avait des postes enfin des emplois qui étaient sous-cotés ou sur-cotés. Et là, forcément, quand on se repenche sur le sujet, ça ressort, quoi, hein. Et là, il faut apporter les réponses aux salariés. Donc, de ce que j'ai entendu, il y a eu beaucoup ça. En disant, ouais, quand je me regarde. Et c'est vrai que moi, je l'ai eu, je me souviens dans l'entreprise où j'ai fait
le travail en amont là, avec ma collaboratrice un peu en amont de phase. On avait deux emplois avec deux responsables de département. C'était pas tout à fait les mêmes métiers, mais ils étaient classés à l'époque de la même façon. Et quand on a regardé, on avait un petit décalage. Et là, toutes les deux, on s'est dit, ah mais non, mais là, c'est pas possible, il faut arriver à la même cotation parce que sinon, ça va faire un scandale entre les deux responsables de département, que oui, suit ces équipes, elles sont mieux cotées que la mienne et ça va faire des jaloux, entre guillemets. Donc, il y a aussi ce type d'enjeu hein, et ça fait partie des questionnements, des ajustements qu'il faut potentiellement faire quand on met le doigt sur ce type de sujet. Ouais. Alors une question qui est tout de même liée à ça, Mm. si un salarié n'évolue pas dans son emploi, alors est-ce Mm. que ça veut dire qu'il n'aura pas de revalorisation salariale? Alors, ça, c'est un autre sujet aussi. Ça a été un point dans certaines organisations. Donc, il faut savoir que alors, dans les organisations du privé, notamment dans les entreprises, il y a des négociations annuelles obligatoires quand il y a des représentants syndicats. Et donc, les revues de rémunération, enfin, en tout cas les enveloppes qui sont distribuées pour les revues de rémunération sont négociées annuellement entre les représentants syndicaux salariés et l'entreprise dans le cadre des négociations on dit annuelles obligatoires. Maintenant, c'est plus annuel, mais en général, ça se fait de façon annuelle. Et c'est là qu'on décide s'il y a des augmentations générales, s'il y a des revalorisations des grilles de salaire internes et ou des augmentations individuelles, si c'est le cas. Quelquefois, il y a un mix des deux, quelquefois, il n'y a que des augmentations générales ou que des augmentations individuelles. Et ça vient, on va dire, en plus des négociations de branche, où là, la branche négocie aussi, donc les représentants des employeurs métallurgie et les représentants des syndicats salariés négocient tous les ans une revalorisation des minima conventionnels. Donc, effectivement, s'il n'y a pas de modification dans l'emploi, il n'y a pas de progression. Alors, s'il y a une progression donc, pour les non-cadres grâce à la prime d'ancienneté, puisqu'en fait, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ans, parce qu'en fait, chaque convention collective territoriale avait des années de démarrage de la prime d'ancienneté différentes. Je ne sais plus à quoi ils ont abouti là, sur la dernière convention. Jusqu'à 15 ans d'ancienneté, donc ça permet quand même de reconnaître, on va dire, l'ancienneté dans un même emploi. Et après, donc soit je suis au minimum conventionnel de ma classification et auquel cas je bénéficie des augmentations de classification, soit c'est dans les négociations de l'entreprise avec mes représentants syndicaux salariés que ma rémunération va évoluer sur mon emploi parce que voilà, on a décidé que l'année prochaine, il y aurait 2% d'augmentation générale et donc je vais bénéficier d'une augmentation générale. Donc c'est comme ça que ça se passe au niveau des rémunérations. L'enjeu qu'il y a eu, c'est que justement, les niveaux, alors comme je l'ai redit, hein, c'est pas sur tous les salaires, mais les salaires minimums des cadres dans la métallurgie étaient assez élevés, notamment pour les cadres qui étaient au forfait jour, puisqu'il y a une majoration qui existe toujours dans la nouvelle convention de 30% du minimum conventionnel quand on est cadre au forfait jour. Ce qui était déjà assez élevé dans l'ancienne convention et qui était accentué par l'augmentation automatique du coefficient tous les 3 ans. Donc, il y avait déjà des entreprises qui se retrouvaient à devoir payer des garanties de salaire pour certains de leurs cadres au forfait tous les ans parce que, en fait, ou de devoir revaloriser de façon assez conséquente leurs cadres tous les 3 ans parce qu'ils changeaient de niveau dans la classification. Donc ça, c'était un sujet. Donc, ce qui est bien, c'est que ça s'est arrêté avec la nouvelle convention. Par contre, et c'est notamment pour ça aussi qu'ils ont fait la rampe de lancement, la dernière négociation, la négociation finale sur des minima sur la nouvelle classification, ils ont bien négocié et donc les salaires étaient assez élevés.
Donc, voilà, il y a eu de bonnes revalorisations qui ont été faites. Mais c'est vrai que moi, j'étais aussi pour voilà, des entreprises qui n'avaient pas forcément beaucoup de marge de manœuvre ou une politique salariale assez active, parce que bon, même s'il n'y a pas de représentants syndicaux, il y a des entreprises qui font quand même des revues de salaire tous les ans et qui décident d'augmentation et de revalorisation. Là, je suis intervenue dans une entreprise où il n'y avait pas ces marges de manœuvre-là, et ça a été un sujet. Les cadres, notamment, disaient, ah bah ouais, mais là, maintenant, il n'y a plus d'augmentation automatique de niveau. Donc, ça veut dire que moi, je ne vais plus avoir aucune augmentation de rémunération à l'avenir. Donc, ça a été un sujet, ça a été une vraie question des salariés et ça a été voilà, pour les entreprises, mais c'est ce que j'avais dit à mon client en disant, mais là, il n'y a plus de choix, hein. Il va falloir que vous mettiez en œuvre une politique de rémunération et de revalorisation parce que sinon, ça veut dire qu'effectivement, enfin, il n'y a plus cette augmentation automatique. Lui, il se basait sur l'augmentation automatique des coefficients et les revalorisations des minimums conventionnels pour appliquer ces augmentations. Donc là, il fallait retravailler aussi la politique de rémunération. Ça a été un sujet. Une classification donne un salaire minimum. Dans beaucoup d'entreprises, on fonctionne avec des fourchettes ou des niveaux de rémunération qui sont spécifiques à l'emploi. Même sur une même, on va dire, cotation et classification, on peut avoir une fourchette de salaires différente. Et c'est bien sûr aussi, enfin, c'est un enjeu aussi, même si c'est un peu différent dans la métallurgie, parce il y a vraiment des métiers en tension. Je pense aux gens de la maintenance qui, voilà, c'est un peu celui qui va au plus offrant et ils peuvent se faire des jolies carrières en changeant d'entreprise. Et donc, ben, il y a des niveaux de rémunération sur ces typologies d'emploi-là qui sont potentiellement assez élevés et plus élevés qu'un autre poste en RH, par exemple, qui aurait le même niveau de classification. Parce que voilà, des RH, il y en a plein sur le marché. Je Donc caricature un peu, hein, mais une individualisation tout en recherchant l'équité oui, dans, oui. dans cette Ouais, individualisation. ouais. Et c'est Euh, ça qui était important aussi en disant, oui, on code des emplois, mais c'est pour ça que enfin, voilà, l'échange et le questionnement et les ajustements étaient nécessaires. Je vous ai donné l'exemple des personnes qui avaient plusieurs casquettes, entre guillemets, hein, dans les petites entreprises qui avaient, j'avais voilà, quelqu'un qui faisait de l'informatique et du projet, j'avais quelqu'un qui était l'interlocuteur qualité des clients et qui était aussi responsable de projet. Donc, on devait articuler ça. Mais il y a aussi la question de la polyvalence, enfin, ou de la polycompétence. C'est-à-dire que ce qui était possible de faire aussi, alors ça, je ne l'ai pas connu, il me semble, dans la métallurgie, c'est peut-être chez mon dernier client. Il peut y avoir aussi, enfin, il y a l'emploi et après, il y a le poste. C'est-à-dire qu'un emploi, pour vous donner un exemple concret, j'ai un emploi d'opérateur de production et après, les postes, ça va être un opérateur de production qui est affecté à tel type d'équipement, les tours conventionnels. Tel autre opérateur de production va faire de l'assemblage. Ça peut être aussi une découpe différente. On va dire l'emploi, les activités principales sont les mêmes de façon générique, mais après, il y a une spécificité, on va dire, qui est la connaissance technique de l'équipement à manipuler, qui va être spécifique. Donc ça peut être une option aussi pour être plus précis hein, et de dire, ben, pour correspondre au mieux au terrain, il y a un emploi générique et après, il y a des postes. Et on peut potentiellement faire varier la rémunération aussi selon ces postes et on va dire la technicité de ces postes, même si l'emploi est le même. Pas forcément toujours pertinent selon l'organisation et les emplois, mais ça peut être ça. Ou la question qu'on s'était posée aussi, enfin, ça peut être de dire, ben, j'ai une fiche emploi qui est, là c'est ce que j'ai dans l'agroalimentaire, donc c'est pas tout à fait dans la métallurgie, mais j'ai 4 niveaux pour cette fiche emploi.
A, B, C, D. J'ai la description des activités. Et le niveau A fait uniquement ces activités. Le niveau B, j'ajoute cette activité. Et le niveau C, j'ai cette activité en plus. Et en plus, la personne peut faire du tutorat et former ses collègues. Et ça donne soit des niveaux de classification différents, par exemple, pour une même fiche emploi, ou une même cotation ou deux cotations différentes, mais des niveaux de rémunération différents. Il y a plein de façons d'articuler ces spécificités. Il faut trouver celle qui est la plus adaptée à l'organisation et la mieux gérable, on va dire, aussi en fonction voilà, des partenaires sociaux qu'on a aussi parfois en face ou des salariés. Sandrine, une question de méthode et une question Oui, plus générale pour oui. le secteur du social, du médico-social et du sanitaire qui est amplement représenté ici ce soir. Mm. Sur la méthode, est-ce que les salariés pouvaient réaliser leur cotation avant d'échanger avec leur manager? Je ne pense pas. Après, si vous voulez, quand on a communiqué sur la démarche, on a bien dit que tous les outils étaient à disposition des salariés. Il y avait aussi un flyer de communication pour les salariés qui est renvoyé sur le site paritaire. Enfin, tout ça est à disposition de tout le monde. Donc, les salariés qui voulaient faire leur propre cotation pouvaient le faire. Oui. Et une question centrale, bien sûr, est-ce que cela a eu un impact positif sur l'attractivité ou éventuellement négatif? Est-ce que vous avez vu un impact? Est-ce que ça a changé quelque chose sur l'attractivité? Parce qu'évidemment, dans le secteur du social, du médico-social et du sanitaire privé non lucratif, Mm. il y a cet enjeu qui est au centre, qui est au premier plan de ce projet de nouvelle convention. Alors, je peux pas vous dire, j'essaye de voir qu'est-ce qui pourrait être attractif, alors soit dans une nouvelle convention ou dans une nouvelle classification. Non, je vois pas trop ou pas directement. Ce qui est sûr, c'est que ça a obligé un certain nombre d'entreprises à se pencher sérieusement sur le sujet et peut-être à mettre le doigt sur des choses qui n'étaient pas cohérentes, pas bien faites. Et ça a peut-être permis de revaloriser certains emplois. Euh, et notamment, je parle aussi par comparaison d'emplois à d'autres, peut-être des emplois qui étaient un peu sous-cotés par le passé, parce que c'est toujours, on dit toujours, voilà, les fonctions support, voilà, en, en industrie, voilà, les rois, c'est ceux qui fabriquent, ou ceux dans le commerce, c'est ceux qui vendent. Et puis après, les fonctions connexes, c'est un peu les empêche de retourner en rang, ou c'est mon esclave qui m'aide à faire bien mon travail. Donc, ça a peut-être eu un effet de dire, ben voilà, sur des secteurs, entre, je sais pas, un comptable, un support administratif et un technicien de production, faire apparaître, on va dire, des homogénéités de niveau qui se disent, ah bah tiens, finalement, voilà, mon emploi vaut aussi bien que ceux de mes collègues. Peut-être que ça a pu avoir un effet, je ne l'ai pas constaté, mais, mais je trouve que ça, c'est une des forces de ce type de classification. C'est on cote tout le monde à l'aune des mêmes critères et des mêmes degrés d'exigence. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai constaté, moi, ce qui générait de la fidélisation dans ce secteur concurrentiel, c'est la confiance dans le management et d'avoir un management juste, équitable, une bonne communication dans l'entreprise, voilà, de l'équité et de l'équité ressentie, de la responsabilisation et de l'autonomie, la possibilité de... Donc, je pense que c'est plutôt ce type de choses qui poussent
à la fidélisation. Alors après, oui, dans les grands groupes, effectivement, hein, quand on est dans un grand groupe avec des super avantages, des bons niveaux de REM, un bon CSE qui nous paye des voyages à pas cher, des vacances à pas cher, du cinéma gratuit, etc. Bon, ça fait partie des éléments et effectivement, enfin, moi je l'ai vécu parce que j'étais plutôt en PME et pas en grand groupe. Euh, Ça, enfin, je veux dire, on peut pas rivaliser. À un moment donné, si le salarié il est plus attiré par ça, ben voilà, on va pas pouvoir lui offrir ça. Donc c'est qu'est-ce qu'on lui offre de différent comme expérience dans l'entreprise, euh, qui voit pas forcément. Enfin voilà, moi je l'ai vécu hein, dans une des entreprises où je travaillais. Les gens travaillaient, enfin notre client c'était une grande entreprise et certains salariés pouvaient potentiellement être embauchés par cette grande entreprise, mais ils n'avaient pas forcément envie d'y aller parce qu'ils voyaient voilà, les tensions qu'il y avait entre les personnes, les guéguerres de chefs qui n'étaient pas très jolies toujours à voir, le manque de cohérence dans certaines décisions ou le manque de professionnalisme à gérer certains projets, le manque de professionnalisme ou la mauvaise communication qu'ils avaient entre salariés, entre eux ou avec leurs fournisseurs qui ne traitaient pas très bien. Voilà, c'est des choses comme ça qui ne donnent pas envie d'aller pourtant dans des entreprises qui payent, dans lesquelles il y a plus d'avantages Et que peut-être là où on que est. dans certains cas, les éléments peut-être liés à l'autonomie, à la marge de manœuvre, Mm, à la mm, délégation mm. concertée qui est laissée Ouais, aux professionnels, peut-être que c'est aussi un facteur d'attractivité, l'attractivité, voire de fidélisation hein, des clairement. salariés. Ouais, ouais, Quand on n'a pas suffisamment d'autonomie et que l'on recherche précisément cette marge de manœuvre pour mieux exprimer ses ouais, ouais. qualités et ses compétences, Mm. ça peut être extrêmement intéressant. Ouais. Alors, Oui, ou qu'on subit hein, et qu'on n'a c'est pas la ça. possibilité. C'est pour ça que je parle de la communication, le fait de pouvoir, enfin, je sais pas, de croiser régulièrement le dirigeant et puis de l'interpeller, de dire ah oui, il demande comment ça va, et puis on peut parler de notre problème. Bon, alors, il va pas le résoudre, mais au moins il va l'écouter, il va le remonter ailleurs. Enfin, et quand on voit une action qui est menée derrière parce qu'on a pris en compte le sujet, enfin, c'est ça qui est important aussi dans les organisations, hein, que les salariés soient enfin, qu'on leur donne, ce que j'ai vu aussi, hein, ce qui est très frustrant et ce qui est très démotivant dans les organisations, c'est quand on n'a pas les moyens de faire du bon travail. Et ça, c'est dévastateur. Quand on dit, punaise, je pourrais faire un truc nickel et on me donne, enfin, je peux donner plusieurs exemples, hein, soit dans un atelier, on avait changé le système de peinture et c'était ingérable et les gens, ils savaient plus comment peindre le truc parce que c'était vraiment pas beau à voir. Et ça a fait, voilà, ils sont remontés. Il a fallu vraiment rapidement qu'on se pense sur le sujet du process, etc., parce ils n'avaient pas la capacité de faire du bon travail et c'était dévastateur. Et voilà, ou quand on a voilà, l'ordinateur qui plante tout le temps, ou que pour le moindre truc, on doit demander une autorisation et que ça prend 3 plombes de faire un truc parce que je n'ai pas les outils à ma disposition. Ça, je pense que c'est aussi, enfin, ça nuit largement à la fidélisation. Bien sûr, on vous laisse terminer, Oui, oui, Sandrine, je oui, vous en oui. prie. Oui, juste, on a déjà été un peu en avance de phase hein, sur la partie vraiment aussi compléter le retour d'expérience que je vous ai déjà fait. Donc, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment anticiper. Comme je vous ai décrit dans le process, voilà, ça prend un certain temps de s'approprier parce que bon, on a dû faire ça, enfin les entreprises ont dû faire ça euh, en parallèle de continuer à faire ce qu'ils doivent faire au quotidien, livrer leurs clients, fournir un travail de qualité, faire du management. Donc, il a fallu dégager du temps pour faire ça. Donc, au mieux on anticipait, eh ben, au plus on a pu prendre le temps de faire les choses bien et d'identifier justement les petits points d'ajustement, les difficultés, relever les défis, bien réfléchir à la façon de mettre en œuvre et de bien communiquer. Donc l'anticipation, vraiment,
C'était important. C'est ce que j'avais fait, moi, donc, quand j'avais fait ma petite cotation sur le côté en avance de phase, j'avais un enjeu sur la rémunération de certains cadres. Et ce que je voulais absolument, c'est de dire, ben voilà, plutôt que d'être dans 2 ans face au mur et de dire, ben celui-là, va falloir que je l'augmente de, je sais pas, plus de 10% parce que ben, je vais pas avoir le choix, la cotation va être ça. Ce que je voulais, c'est de voir un peu s'il y avait vraiment des enjeux de surcotation, sous-cotation avec un impact sur la rémunération future pour dire, ben voilà, moi j'ai 2 ans et je vais pouvoir dire à mon dirigeant, bon, là, plutôt que se prendre la claque dans 2 ans, il faut peut-être commencer à réévaluer tel emploi, telle personne pour pas qu'on se retrouve face à un mur et qu'on ait un problème budgétaire dans 2 ans parce qu'une fois qu'on aura fait les choses, on n'aura pas le choix. Donc, l'idée, c'était vraiment d'anticiper. Donc, c'est ce que j'ai mis là aussi, hein, commencer en petit comité. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma collaboratrice RH. C'est ce qu'on a fait chez le client dans lequel on est intervenu avec la consultante avec laquelle j'ai collaboré. On a fait des choses un peu toutes les deux avec le dirigeant, même si bien sûr, hein, on interviewait les salariés, les managers, mais on avait plutôt une première phase d'ajustement en plus petit comité avant d'élargir. Déjà pour être confiant et à l'aise sur le fait qu'on n'allait pas découvrir la mine avec un poste voilà, complètement sous-coté, sous-évalué, qu'il fallait réévaluer par exemple. Donc ça, c'était aussi une bonne pratique. Former, bien sûr, hein, ce qui va avec impliquer, collaborer. Il a fallu à la fois s'approprier les choses et une fois qu'on a fait plusieurs fois l'exercice, transmettre aux personnes la bonne façon d'appliquer ce nouveau référentiel. Au fur et à mesure, et ça c'est au fur et à mesure qu'on le pratique, on a des automatismes qui viennent et ça va assez vite, hein. C'est ce que j'ai constaté là chez la troisième entreprise là, dans laquelle je suis intervenue, à laquelle je n'ai pas participé à la mise en place, mais j'ai eu l'occasion en fait de travailler sur la cotation, de faire évoluer des emplois existants ou de créer des nouveaux emplois avec un manager. Et j'ai vraiment été agréablement surprise de la façon dont le manager s'était approprié. Il était vraiment à l'aise. Il a dit, bah oui, j'ai regardé, j'ai mis ça, j'ai mis la fiche emploi à jour, je te l'envoie, tu regardes, je fais la cotation, tu la refais et on se comparait. Et franchement, enfin, on voyait qu'il s'était approprié la démarche et qu'il avait un bon niveau d'autonomie pour faire ses cotations de nouveaux emplois. Donc, ça veut dire que voilà, le travail en amont, on va dire la première phase de mise à jour avait été effective et efficace, quoi. Donc, impliquer, collaborer, on l'a dit, hein, important de faire intervenir les différents interlocuteurs dans la démarche. Quand je disais impliquer les managers, et je réinsiste encore, hein, c'est vraiment il faut qu'ils soient OK avec ce qu'on a décrit et ce qu'on a coté, parce qu'en fait, c'est eux qui ont les salariés au quotidien. Et donc, il faut qu'ils soient à l'aise pour expliquer, je ne sais pas si dans leurs équipes, il y a 3 emplois différents et qui ne sont pas tous cotés de la même façon, expliquer les nuances de cotation sur les différents emplois. Et ça, j'ai mis aussi identifier les points sensibles, hein. Je vous les ai déjà listés en amont, les éventuelles problématiques de rémunération, les concours d'un département à l'autre, ou les petites guéguerres de département en département, ou si j'ai 2 emplois qui étaient, on va dire, à peu près cotés de la même façon dans l'ancienne classification, est-ce qu'ils sont à nouveau à peu près classés de la même façon dans la nouvelle? S'ils ne le sont pas et qu'on est d'accord à qu'ils ne le sont pas, c'est préparer les arguments parce qu'on sait que ça va être un petit peu la guéguerre et qu'on va avoir plein de questions parce que pourquoi machin il a tel classif et que moi je ne l'ai pas. Donc ça, c'est important vraiment d'anticiper pour être à l'aise après. Mais c'est comme tout, hein, dans la communication et l'explication qu'on va en faire.
et les défis, donc j'en ai parlé, hein. À nouveau, bon, je vous ai donné plusieurs exemples, mais ça a vraiment été, et c'est pas toujours facile à faire, hein. Même moi, je me suis mis à trouver, surtout quand on connaît bien, alors, quand on arrive là enfin, chez un client qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, c'est un peu différent, mais quand on est dans l'entreprise depuis 7 ans et qu'on connaît tous les jobs et les personnes par cœur, c'est beaucoup plus difficile de dire non, quand je pense à cet emploi-là, je ne pense pas à machin ou à Patrick ou à Sylvie, je pense à cet emploi dans l'organisation, en quoi ça consiste et à quoi ça contribue dans l'organisation. Euh, et le bon niveau de description. Quand on dit, ah bah oui, machin, dans son job, elle fait ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour l'emploi? Ou est-ce que, comme on l'a dit précédemment, c'est parce que elle a fait ça dans une ancienne vie, dans une ancienne entreprise, ou avant, elle avait tel poste-là, elle est à l'aise à faire ça, donc on lui donne un peu en parallèle à faire ça. Est-ce que ça fait partie vraiment de l'emploi? Est-ce qu'on le garde là? Est-ce qu'on le met ailleurs? Est-ce qu'on réfléchit à l'organisation? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui peut être, enfin, c'est intéressant hein, de se pencher sur les sujets, mais ça peut être parfois un peu challengeant. Les spécificités, oh là là, je vois que je suis un peu dyslexique, j'ai pas bien rédigé. Désolée pour les coquilles sur la présentation. Je vous l'ai dit aussi, hein, comment prendre en compte, et vous avez posé des questions, et coter les activités ou les missions annexes, la polyvalence sur un autre emploi. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs options disponibles. Soit on fait 2 fiches emploi et on dit bah, la personne occupe les 2 emplois. C'est un mix des 2 emplois. Parce que ce qu'on avait fait chez le client aussi, là, c'est important, c'est de se projeter. C'est-à-dire, oui, aujourd'hui, j'étais chez un client qui se développait beaucoup. Aujourd'hui, ton responsable informatique, c'est un ingénieur projet qui fait en plus une mission d'ingénieur enfin de responsable informatique. Demain, tu te déploies. Est-ce que tu vas le mettre à 100% sur la mission informatique ou est-ce que tu voudras toujours une forme de polyvalence et tu vas créer 2 ingénieurs projets et tu vas découper la fonction informatique sur 2 personnes? Il faut faire aussi un peu de projection et de prospective en disant ce qui est vrai aujourd'hui, est-ce que ça sera vrai demain? Peut-être qu'on ne sait pas, mais si on ne sait pas, mais qu'on a quand même quelques pistes sur comment ça sera demain dans l'organisation, ben, il faut penser plutôt à cette option-là. Donc, si c'est en train de grossir, il vaut mieux faire 2 fiches emploi et de dire ben, la personne occupe 2 emplois, comme ça, le jour où je recrute quelqu'un qui fait que de l'informatique, ben, j'ai déjà la fiche emploi et je ne remets pas tout en question. Alors que si j'ai imbriqué, on va dire, le petit paragraphe informatique dans une fiche emploi spécifique, ben, demain, ça me refait 2 fiches emploi à revoir. Enfin, c'est pas la même approche, quoi. Donc, c'est bien de se poser ces questions-là tant qu'on y est et tant qu'on fait l'exercice. Et je vous l'ai dit aussi, un sous-classement ou oh punaise, j'ai que des coquilles, j'ai pas rendu mes derniers slides, désolé, il manque un peu. Sous-classement ou surclassement, quelles approches pour quelle situation? Je vous ai donné l'exemple hein, de dire ben voilà. J'arrive, je suis sur un emploi. Quand je le cote vraiment sur ce que fait, ce à quoi contribue cet emploi, j'arrive pas à un niveau 4, donc c'était le niveau F11, le niveau minimum. Mais ben, je peux pas, donc j'accepte de surcoter cet emploi et cet emploi-là sera F11. Donc je réajuste, parce qu'il faut quand même communiquer comment j'ai calculé, donc voilà, je rajoute un point ou 2 sur une des dimensions, il y en a une que je surcote et j'aboutis à ça. Ou alors, voilà, comparer différents emplois aussi et on se dit, ah ben non, là, il y a un enjeu, il faut absolument que ces 2 emplois-là, peut-être qu'aujourd'hui, on a une différence et ils n'arrivent pas au même niveau de cotation et de classification, mais ça va être un sujet et j'ai pas envie de gérer ça ou c'est un sujet maintenant, ça ne le sera plus demain parce que les emplois vont peut-être un peu évoluer en termes d'autonomie et donc j'aurai plus le sujet. Donc dès le départ, je surcote celui-là pour arriver, par exemple, à la même cotation. Ce sont des arbitrages voilà, qui ont pu être faits dans le cadre de cette démarche.
Oui, je regarde si j'avais d'autres points, d'autres exemples à vous transmettre. Sur les défis, c'est principalement ça et bah, les opportunités, parce que ça l'a été vraiment, je pense, pour pas mal d'organisations. Bah, déjà, c'était de formaliser si c'était pas fait ou pas bien fait, d'améliorer ou de faire évoluer les fiches emploi, le référentiel emploi, hein. L'idée, c'est vraiment de refaire un point zéro. Alors, c'est vrai que c'est potentiellement un gros chantier, mais de temps en temps, ben, voilà, ça fait du bien de regarder ça. Et selon le contexte de l'organisation, c'est vraiment une opportunité, comme je vous l'ai dit, de réfléchir à la redécoupe des emplois qui soit, si ça n'a pas été fait depuis longtemps, qui soit vraiment adapté à l'organisation actuelle ou à ce qu'elle est en train de vivre et comment elle se projette dans les prochaines années. Communiquer, impliquer, enfin, encore une fois, ça a vraiment été un projet pour toutes les entreprises qui ont impliqué beaucoup d'interlocuteurs. Et je trouve que c'est une opportunité, voilà, pour les managers, pour certains, ça fait passer un cran supérieur, hein, parce que le faire de travailler avec les RH, les dirigeants, avec d'autres départements pour se challenger sur les cotations, etc. Enfin, ça fait vraiment un projet transverse qui implique beaucoup de personnes et c'est très bon pour la communication et l'implication notamment des managers, mais aussi des salariés, des partenaires sociaux, hein. Ils ont voilà, leurs organisations syndicales, enfin, en tout cas certaines, ont travaillé là-dessus et ils étaient à part entière dans la démarche. Homogénéiser aussi, hein, c'est toujours ben, l'occasion de réfléchir à la façon dont on fait les choses. Pourquoi pas regrouper voilà, des emplois, profiter d'avoir, par exemple, ouais, c'est ce que j'aime bien faire et je constate que c'est pas toujours fait. Les gens qui ont un poste de management, donc soit on fait une fiche emploi spécifique manager, par exemple, ou alors on met un paragraphe management ou encadrement d'équipe, pour pas faire de l'anglais, dans la fiche de fonction, et on la rédige de la même façon. Alors peut-être pas de la même façon selon les niveaux hiérarchiques, mais on dit, bah voilà, un encadrant, ça fait un minimum ça, et dans toutes mes fiches emploi, tous les encadrants, c'est rédigé exactement de la même façon parce qu'on leur demande la même chose. Un autre exemple, quand on liste les compétences, bah, c'est peut-être bien d'avoir une banque de compétences comportementales, pareil, homogène, la même pour toute l'entreprise, dans laquelle on pioche selon les types d'emplois et on se dit, bah voilà, nous, dans notre organisation, c'est en lien avec notre culture, notre valeur, nos compétences comportementales, c'est ça. Et donc, toutes nos fiches d'emploi, quand on parle de compétences comportementales, on ajoute, on pioche là-dedans et on a une homogénéité, on va dire, aussi de rédaction de ces compétences-là, par exemple. Un autre exemple, mais je trouve que ça renforce aussi, parce que on va dire enfin, les fiches emploi, tout ça, ce sont des outils de communication, hein, et donc ça sert pour le recrutement, pour le management, pour la cotation. Donc, quand il y a une homogénéité, une façon de rédiger, ça transcrit aussi potentiellement la culture d'entreprise. Donc voilà quelques exemples d'opportunités de ce type de démarche. Et j'en arrive aux questions finales. Hein, vous l'avez dit, je ne dois pas penser à Sylvie lorsque je... Mais Sylvie, elle a des qualités, elle a une expérience, elle a une richesse que d'autres n'ont pas, et inversement. Alors comment, en dépit de ces classifications qui peuvent paraître, mais qui sans aucun doute, on l'espère, ne sont pas rigides, comment on peut sortir du cadre pour permettre la créativité, l'innovation, la participation de chacun à la proposition de solutions, pour réguler des dysfonctionnements, mais aussi pour aller de l'avant, pour proposer de nouveaux produits, de nouvelles manières de travailler, de s'organiser. C'est un cadre, mais j'allais dire, c'est un cadre très ouvert et qui s'adapte enfin, à plein d'emplois différents et à plein d'organisations différentes. Pour donner enfin, moi, je veux dire voilà, de la liberté ou d'autres aspects, j'aime bien, enfin, c'est des exemples que je vous ai donnés sur de la polyvalence ou des missions spécifiques. Moi, j'aime bien cette notion de mission parce que ça permet
ou alors d'affectation temporaire. Là, je suis dans une organisation où il y a beaucoup de mobilité interne, soit temporaire, soit permanente. Mais quelquefois, c'est de dire, bah, tiens, il y a une opportunité, enfin, il y a un emploi qui se libère, voilà, ou temporairement, où on a besoin temporairement de quelqu'un pour faire cette mission que je décris dans quelque chose. Ben, je fais un appel à candidature et puis les personnes postulent et c'est l'occasion d'utiliser voilà, des ressources internes, leur faire autre chose temporairement. Bon, après, quelquefois, ça se prolonge hein, si c'est pas qu'un projet, mais ça leur permet voilà, d'exercer d'autres emplois. Je vous dis temporairement. Il y a quelquefois, ben, on met ce qu'on appelle des périodes probatoires. On dit, OK, tu as envie d'essayer, on a l'impression que ça va le faire, tu le fais, on t'affecte à ce nouvel emploi. Et puis, on se laisse un temps de voir. Et puis, si ça ne fonctionne pas, ben, on te laisse l'opportunité de retourner à ton emploi précédent. Et si ça fonctionne, ben, tu le fais pour la mission. Et s'il y a une opportunité, si le poste se pérennise, eh ben, on te maintient dans ce poste. Ça, c'est des choses que je vois qui fonctionnent plutôt bien. Et après, on peut décrire un emploi, mais il y a toujours, dans l'industrie, on a beaucoup d'amélioration continue et c'est demander aux salariés dans leur fiche emploi de faire des propositions d'amélioration de leur travail au quotidien. C'est un prérequis de l'emploi et c'est noté dans la fiche emploi. Donc, je veux dire, ça a beau être un cadre, on incite les personnes comme donc, il y a la partie la qualité qui est très importante, donc c'est faire tout ce qu'il faut pour être à la qualité. La sécurité est très importante également, et c'est un point central dans l'industrie. Et ce qui est toujours dit, c'est qu'on est tous acteurs de la qualité. Et moi, dans les fiches emploi, je mettais que voilà, tu dois connaître les règles de sécurité de ton poste, mais aussi les règles de sécurité générale de l'entreprise. Et ton devoir, c'est de voir que tu as beau de ne pas être hiérarchique, ton collègue, etc., ne respecte pas les règles de sécurité, tu alertes et tu fais quelque chose. On ne laisse pas une situation voilà, de danger se produire, quelle que soit notre position dans l'entreprise. Voilà. Donc, je pense qu'il y a la possibilité pour les organisations, dans le cadre de fiches emploi, voilà, de mettre des ouvertures, soit sur de la force de proposition, de l'innovation. Enfin, ça fait partie de certains emplois. Oui. Exactement. Donc c'est ça qui était intéressant de retenir, hein, c'est que travailler sur une nouvelle convention, bah, c'est l'occasion de remettre en plat l'existant, de s'améliorer, de travailler différemment, de communiquer, de créer ou de recréer des liens au sein des équipes, un nouveau dialogue social et c'est tout à fait intéressant. Notre secteur, on l'espère, l'attractivité, une plus grande attractivité des métiers hein, au sein des organisations naturellement. C'est extrêmement intéressant. Bravo, merci pour cet exemple extrêmement concret. Voilà, et les bravos s'affichent. Donc vraiment, merci beaucoup Sandrine. C'était vraiment très, très, très intéressant de vous écouter. Merci à vous tous pour votre attention et votre participation.